Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de m'accueillir à l'UBS où je suis très heureux de me trouver aujourd'hui. Eh bien, je vais en effet vous parler du ciel, non pas pour regretter avec vous la grisaille de l'automne, et encore il y aurait des choses à dire aujourd'hui. Je ne vais pas non plus évoquer la vie éternelle, je vais simplement vous dire, essayer de vous expliquer ce qui est fait pour que ce ciel soit moins dangereux malgré ce qui s'y passe de menaçant. C'est une mission complexe et exigeante. Alors, les missions des armées sont définies par un livre blanc qui est très régulièrement mis à jour par les autorités politiques. C'est aux politiques de définir le rôle des armées. L'armée de l'air, pour sa part, reçoit un certain nombre de missions, dont celle de surveiller en permanence l'espace et l'espace aérien pour essayer d'y déceler toute menace et s'y opposer afin de protéger la France et les Français. C'est le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes qui a la charge de cette mission. La menace aérienne a beaucoup évolué ces dernières années. Jusqu'à la chute du mur de Berlin et à la fin de la guerre froide, la menace aérienne était essentiellement une menace militaire. Et notre dispositif de défense était organisé et dimensionné pour s'opposer à des attaques massives venant de l'Est. Quant à la menace terroriste, elle existait, elle était prise en compte, mais de façon très ponctuelle. Tout a changé avec le 11 septembre 2001. Les barrières sont tombées. Si on pouvait transformer des avions de ligne en armes de destruction massive, il y a quand même eu près de 3000 morts. Alors, tout ce qui vole devient dangereux. Notre dispositif de défense aérienne devait être adapté. Il a été en fait profondément remanié et notre législation a été adaptée elle aussi. À peine a-t-on fini qu'une nouvelle menace apparaît, celle constituée par les drones. Pas ceux que vous voyez à la télé en train de tirer des missiles sur les théâtres d'opération. Non, ces petits machins-là qu'on peut aller acheter à la FNAC et qui peuvent faire du renseignement, qui peuvent transporter des charges toxiques ou explosives, et certains d'entre eux peuvent supporter des charges de 40 kilos. Donc vous imaginez quels engins de mort on peut faire avec ça. C'est un vrai problème. L'espace, lui aussi, est menaçant. Il est menaçant parce que tout ce qui est en l'air finit un jour par retomber, dont des deux stations orbitales. Parmi ces deux stations orbitales, l'une, la station chinoise de Tiangong-1, est en perdition. L'espace est dangereux parce que plus de 1000 satellites gravitent autour de la Terre et tous ne sont pas pacifiques, loin de là. Enfin, l'espace est aussi le théâtre de confrontations politico-militaires, et on le voit bien avec les relations plus que tendues entre les États-Unis d'Amérique et la Corée du Nord. L'activité aérienne est décelée et suivie par une chaîne de détection qui comprend une bonne centaine de radars disséminés sur le territoire français. Ces radars couvrent un très vaste domaine puisqu'il va bien au-delà de nos frontières et s'étend jusqu'à 30 km en altitude. Mais la Terre est ronde. Pardon, c'est là-dessus que j'aurais dû appuyer, c'est là. La Terre est ronde, les ondes radar se propagent plutôt en ligne droite. Il y a donc des zones d'ombre dans lesquelles on ne détecte pas grand-chose, notamment auprès du sol. C'est la raison pour laquelle la France a fait l'acquisition d'un certain nombre de radars mobiles qui sont mis en place en fonction des besoins au gré des circonstances. Et puis nous avons aussi fait l'acquisition de 4 AWACS. Ce sont ces gros avions porteurs d'une sorte de champignon. Eux, ils opèrent à 10 km d'altitude et pour eux, il n'y a pas de problème de rotondité de la Terre. Ils voient à peu près tout ce qui se passe, y compris les voitures. Les informations qui sont issues de cette chaîne radar sont transmises à 3 stations, Lyon, Tours et Mont-de-Marsan, où un système particulièrement élaboré fait en sorte que le même avion vu par plusieurs radars ne soit présenté qu'une seule fois aux opérateurs.
Alors c'est une affaire complexe, parce qu'avec entre 10 000 et 15 000 avions par jour, 1000 instantanément, la France est un des pays les plus survolés au monde. Qui sont ces avions? Quelle est leur destination? Que vont-ils faire? Sont-ils autorisés à survoler la France ou à se poser sur le territoire? Font-ils l'objet de consignes particulières de la part des autorités de l'État? Toutes ces questions-là, les opérateurs qui sont chargés de suivre la situation aérienne doivent se les poser et doivent apporter une réponse. Pour apporter une réponse, pour identifier le trafic aérien, eh bien, ils disposent des plans de vol déposés par les équipages. Ils disposent aussi des informations transmises par les appareils en vol qui transmettent régulièrement une sorte de carte de visite donnant leur indicatif, leur type, leur altitude, leur régime de vol, etc. Les opérateurs peuvent se mettre à l'écoute du trafic radio entre les équipages en vol et les contrôleurs au sol, et ils disposent de toutes les liaisons avec les centres militaires, les centres civils français et étrangers pour obtenir les informations nécessaires à l'identification du trafic aérien. C'est une obligation, il faut savoir de quoi ils retournent. Une fois que les mouvements aériens sont identifiés, on leur attribue un symbole, ici, qui permet de savoir quelle est la conduite à tenir à leur égard. Ainsi, un avion ami ne fait l'objet d'aucune surveillance particulière. Il est ami, on le laisse aller. S'il est douteux, là, c'est le contraire, on va le suivre très attentivement. S'il est suspect, on va l'obliger à atterrir. Et s'il est hostile, on va le détruire. Les opérateurs, une fois qu'ils ont fait ce travail-là, ne restent pas inactifs et ils vont continuer à suivre le trafic pour vérifier que rien d'anormal ne se passe, qu'un avion ami ne sort pas de sa route pour se diriger vers quelque chose qu'il n'a pas à aller voir. Les mouvements aériens qui présentent un intérêt sont transmis de façon automatique aux autres stations ayant à en connaître et au Centre national des opérations aériennes de Lyon, où se fait en permanence l'évaluation de la menace. Nous allons en reparler. Et les drones? Nous n'avons pas de moyens spécifiques. Les industriels y travaillent, des essais sont en cours qui donnent des résultats assez variables, mais rien n'a été homologué. Alors on fait avec l'existant. L'existant, c'est mettre du personnel avec des jumelles au sol ou dans des avions en vol. L'existant, c'est détourner de leur emploi normal des moyens dotés de capacités particulières. Ainsi, les moyens de défense solaire qui disposent d'une optronique assez puissante qui permet de les déceler. Mais vous comprenez bien que ces moyens-là, on ne peut pas les mettre en place en permanence. Ils sont donc réservés à des circonstances très particulières sur lesquelles nous allons revenir. Vous comprenez également que même si nous avions un système homologué, on ne pourra jamais couvrir l'ensemble du territoire national. Ce n'est pas possible. Donc la surveillance des drones, eh bien, elle se fera sur des cibles particulières, sur des objectifs particuliers que l'on veut plus particulièrement protéger, centrales nucléaires par exemple. Alors, en ce qui concerne l'espace, je ne parle pas des missiles balistiques qui sont dangereux, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais la menace venant de l'espace, elle se traduit de deux façons. Soit des dommages à la population, lors de rentrées d'éléments célestes. On appelle ça des rentrées à risque, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Ou bien des atteintes aux intérêts nationaux sous la forme de renseignements, de brouillage, voire de destruction de nos propres satellites. Alors, il est très important que les autorités de l'État sachent de quoi ils retournent. Est-ce que la population est en danger? Est-ce que nos moyens satellitaires sont en danger? Quelles mesures il faut prendre pour les en protéger? Donc, c'est la raison pour laquelle il faut établir une situation aérienne. C'est une unité de la base de Lyon qui a cette responsabilité
elle établit la situation en utilisant des radars et des télescopes qui sont dispersés sur le territoire national. Cet organisme est en liaison permanente avec le CNES, le Centre national des études spatiales. Le CNES, c'est lui qui lance et qui maintient à poste de tous les satellites français, qu'ils soient civils ou militaires. Et ensemble, ces deux organismes vérifient que rien d'anormal ne se passe. Si un de nos satellites est menacé, eh bien, on change son orbite. Mais cela n'est pas sans conséquence sur son activité opérationnelle. S'il était en train d'observer quelque chose, eh bien, il n'observe plus, ni sur sa longévité, parce qu'à force de les bouger, eh bien, ça devient des instruments morts et ils finissent par tomber. En 2015, alors oui, je n'ai pas mentionné comme source d'information les Alliés, notamment les Américains. En 2015, les États-Unis, la Russie et la France étaient les trois seules nations au monde capables d'établir une situation spatiale assez précise. Et ça explique pourquoi les Américains nous donnent des choses, parce qu'en matière de renseignement, c'est donnant-donnant. Et sachez que sans la France, les Américains ignoreraient à peu près tout de 350 satellites, dont 75 militaires. C'est pas grand-chose, mais ça n'est pas rien non plus. Voici quelques images de la base aérienne de Lyon, que j'ai eu l'honneur de commander. Cette base dispose d'un ouvrage enterré de toute première importance. C'est là qu'est installé le Centre national des opérations aériennes. Ce centre des opérations aériennes reçoit en permanence la situation aérienne venue des radars et la situation spatiale, donc les radars spécifiques, les télescopes. Et elle les examine avec grande attention à la recherche de tout ce qui peut constituer une anomalie ou une menace. Par exemple, rechercher un avion qui se dirige vers une zone interdite de survol, ou bien tel autre qui ne répond plus aux injonctions du contrôleur, ou un troisième qui a un comportement anormal. Si la chose se produit, on intervient, et on intervient avec des moyens qu'on dit actifs, c'est-à-dire avec des avions de combat. Pour des mesures qui varient de simples mesures de précaution, mesures d'accompagnement, d'observation en vol, jusqu'à l'ouverture du feu, en passant par des actions diplomatiques. Imaginez un porte-avions ami qui vient nous chatouiller un peu trop souvent du côté de la Méditerranée. Là, il est clair que les diplomates prendront le relais. Ces mesures d'intervention ont des suites. Et ça veut dire qu'on ne peut pas les décider simplement. La chaîne de décision est très centralisée. Les ordres partent d'une haute autorité qui s'appelle la Haute Autorité de Défense Aérienne. En fait, c'est le général qui commande la défense aérienne et ses grands subordonnés. Et ces gens-là ont la responsabilité de la permanence du commandement et une liaison permanente avec le Premier ministre à qui il incombe de prendre les décisions. Est-ce qu'on ouvre le feu? Est-ce qu'on fait poser l'avion? Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est la responsabilité du Premier ministre. Ça s'explique parce que si on contraint un avion de ligne ou si on le détruit en vol, vous imaginez bien que ça ne restera pas sans conséquence. Alors, ça n'était pas possible avant le septembre 2001. Maintenant, c'est possible. La loi française a changé. On peut ouvrir le feu sur un avion de ligne, même s'il y a des passagers à bord. S'il faut sacrifier 250 personnes pour en sauver 3000, c'est la décision qui a été prise. Nous avons à faire face à une menace éparse et multiforme. On part du drone et on va jusqu'au bombardier russe. Et donc, suite à cette menace, des moyens de combat ont été dédiés à la défense aérienne, des avions de chasse et des hélicoptères armés. Ce sont eux qui interviennent si quelque chose d'anormal est découvert ou s'il faut contrer une menace. Un certain nombre de ces moyens sont en alerte et peuvent décoller en quelques minutes.
Ils peuvent aussi être maintenus en alerte en vol si la situation du moment l'exige. Lorsqu'ils décollent, ces moyens sont aux ordres de contrôleurs qui vont les guider le plus rapidement possible vers leur objectif. Une fois que c'est fait, les contrôleurs au sol vont servir d'interface entre le pilote qui intervient et la haute autorité de défense aérienne pour renseigner celle-ci sur le comportement de l'avion, le type, est-ce qu'on a pu établir un contact avec lui, est-ce qu'il a des explications à donner. La haute autorité de défense aérienne analyse la situation et prend les décisions qui lui incombent. Le contrôleur les retransmet au pilote qui exécute et le pilote rend compte des mesures prises et du résultat de ces mesures. Lorsque l'intervention est terminée, le contrôleur guide à nouveau le chasseur ou l'hélicoptère vers sa base de départ où il reprend l'alerte. Alors tout ça est très précisément noté parce que les contraventions à la réglementation aérienne donnent lieu à des poursuites judiciaires, peuvent donner lieu à des poursuites judiciaires, et les pilotes qui contreviennent peuvent avoir de très lourdes amendes ou perdre leur licence de vol. C'est un petit peu comme sur la route. Vous faites une grosse bêtise, vous payez cher. Et les drones, les drones, on n'a toujours pas grand-chose. Alors on fait du système D. Si le sujet vous intéresse, on pourra en reparler un petit peu plus tard dans les questions. Mais on n'a pas grand-chose. Les avions modernes sont extrêmement performants. Un avion qui vole à Mach 1,8, et c'est très courant, parcourt 35 km à la minute. Pour les intercepter, il faut du temps. Il faut du temps pour faire décoller les avions. Il faut du temps pour les amener au contact de leur objectif. Il faut du temps pour qu'ils se mettent en position de délivrer leur armement. Et pour disposer de ce temps, eh bien, le centre de Lyon est relié en permanence aux autres stations alliées, les stations de l'OTAN, dont il reçoit en préavis toute information susceptible de concerner la France. Ça lui permet d'étudier la situation et ça lui permet de préparer la riposte. En 2016, par 2 fois, des bombardiers supersoniques russes, ces gros machins-là, qui volent donc à Mach 2, portent 24 missiles de croisière à tête nucléaire, sont venus nous chatouiller, notamment du côté de l'île Longue, qui les intéresse beaucoup. Grâce à la coordination avec les Alliés et aux transmissions de données, nous avons pu suivre leur équipée depuis la Norvège jusqu'à ce qu'ils arrivent dans notre zone de responsabilité. Là, des avions Rafale sont intervenus pour les maintenir à l'extérieur de notre espace aérien et leur démontrer notre capacité de réaction et notre détermination. Alors là aussi, si vous voulez, on pourra en reparler un petit peu plus lors des questions. Dans le contexte sécuritaire actuel, aucune manifestation d'ampleur ne peut se faire sans protection particulière. Qu'est-ce que c'est que ces manifestations d'ampleur? La cérémonie du 14 juillet. Imaginez un drone bourré d'explosifs qui va à la tribune présidentielle. Il n'y a plus de gouvernement français, il n'y a plus d'État. Ce sont les conférences internationales, type COP21. Ce sont des grands événements sportifs comme l'Eurofoot. Ce sont des manifestations comme le Salon du Bourget. Toutes ces manifestations sont protégées. Il en va de même avec les tirs de chaque fusée depuis le centre spatial guyanais de Kourou. En effet, Kourou, proche de l'équateur, dispose d'une position privilégiée pour le lancement des missiles, des lanceurs lourds, et dans un marché qui est très concurrentiel, où les enjeux économiques, les enjeux stratégiques sont importants, où tous les coups sont permis, eh bien ça crée des convoitises, et puis ça peut aussi occasionner des arrière-pensées pas forcément amicales.
C'est la raison pour laquelle, à chaque tir de fusée, on déploie environ 400 personnels sur le terrain, des gens de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, des avions de chasse, des hélicoptères de combat, des moyens de défense solaire, pour faire en sorte que le tir puisse se passer en toute sécurité. Alors, il y a l'environnement international, mais il y a aussi le fait que le Suriname voisin n'a pas toujours été très sûr. Alors, que ça se passe à Kourou ou que ça se passe en France, ce sont les mêmes dispositions, c'est-à-dire qu'on déploie du matériel permettant de créer une bulle de sécurité que l'on veut aussi étanche que possible pour rendre très difficile toute action par la voie des airs. Alors ça veut dire quoi? Des radars de tout type, ça veut dire éventuellement un AWACS, ça veut dire des chasseurs, ça veut dire tout ce qui est marqué là-dessus. L'an dernier, il y a eu 25 dispositifs particuliers de protection, dont 21 pour le centre de Kourou. Le commandant de la défense aérienne est aussi le commandant des opérations aériennes. Donc il a en charge l'ensemble des missions opérationnelles effectuées à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières. Alors on a déjà beaucoup parlé du Centre national des opérations aériennes. Lui s'occupe de ce qui se passe sur le territoire national. Il a un pendant, lui aussi localisé à Lyon, pour les actions extérieures. Et cet organisme, dont je ne vous donnerai pas le nom parce que c'est un nom vraiment très compliqué, cet organisme assure la préparation, la direction et le suivi de toutes les missions aériennes sur les théâtres d'opération, missions dont vous avez le détail, des missions de maîtrise du ciel, de reconnaissance, d'attaque au sol, de bombardement, de ravitaillement. Tout ça, ça passe par cet organisme qui est situé à Lyon. Le personnel de Lyon est en liaison permanente avec les forces sur le terrain, suit le déroulement des missions afin de rendre compte aux autorités de l'État de leur bonne exécution et des résultats obtenus. Si le ministre peut assez rapidement venir à la télévision dire « on a fait ceci et on a eu cela », c'est parce que ça marche comme ça. L'assistance en mer, le secours en mer, c'est un devoir sacré et personne ne s'y dérobe et il n'est pas question de s'y dérober. Eh bien, il en va de même pour l'assistance en vol, à laquelle l'armée de l'air contribue très largement, sans se poser de questions sur le type d'appareil, sur les circonstances et sur la nature des ennuis. Il faut y aller, on y va. L'an dernier, il y a eu 4 assistances en vol, c'est-à-dire que là, la vie des équipages ou des passagers était menacée. Vous imaginez un avion perdu dans les nuages qui risque de percuter la planète à tout moment. Là, c'est une mission d'assistance en vol. Mais par ailleurs, on est intervenu plus de 80 fois pour remettre un avion sur sa trajectoire, pour lui signifier qu'il avait perdu le contact radio avec les organismes au sol, bref, pour faire en sorte que l'ensemble du trafic aérien se déroule de bonne façon. C'est encore une charge lourde pour l'armée de l'air. Et puis l'armée de l'air a cette mission bien particulière de recherche des aéronefs en détresse et de mise en sécurité des passagers. Et elle fait ça dans une grande zone, puisque cette zone couvre l'ensemble du territoire et ses approches maritimes jusqu'au sud-ouest de l'Angleterre et jusqu'au sud de la Sardaigne. C'est le centre de secours de Lyon qui a cette responsabilité. Son rôle consiste à localiser le plus vite possible le lieu du crash, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, de façon à porter secours aux victimes. Alors, comment est-ce que ça se passe ? Tout d'abord, on mène une enquête extrêmement précise en recherchant toute information utile. De quel appareil s'agit-il? De quelle couleur était-il? D'où venait-il? Où allait-il? Combien de personnes à bord? Etc. Et puis, on exploite les témoignages qui remontent par la gendarmerie essentiellement. Lorsqu'on a pu localiser grosso modo le lieu de l'accident, les secours terrestres sont organisés sous la responsabilité du préfet, car seul le préfet peut réquisitionner les équipes nécessaires pour aller sur le terrain. Lorsque l'épave est trouvée, cette phase de recherche se transforme en phase de secours.
Alors, l'an dernier, l'armée de l'air a conduit, le centre de Lyon a conduit une cinquantaine d'opérations de secours qui ont permis de sauver 26 vies. Alors, c'est pas rien. Et parmi ces vies, ces deux-là, un pilote de tourisme et son passager en vol au-dessus d'Amiens. L'appareil a de gros ennuis, le pilote a à peine le temps d'appeler au secours, le fameux Mayday répété 3 fois, qu'il doit se poser en catastrophe dans la nature. L'appel a été entendu par le centre de contrôle de Lille, qui a averti Lyon, lequel a immédiatement coordonné avec la gendarmerie et la sécurité civile de la Somme. Au bout de 19 minutes, les pompiers sont sur place, le pilote et les passagers sont blessés, mais ils sont vivants. Ils sont transportés à bord du SAMU jusqu'à l'hôpital d'Amiens. Eh bien, ça me permet de conclure ce rapide exposé sur une note optimiste. Alors, Rimbaud a écrit que le ciel était joli comme un ange. Oui, c'est sûr, surtout quand il est bleu et puis que les petits oiseaux chantent. Mais le ciel est aussi menaçant. Il est chargé de menaces, surtout dans les circonstances actuelles. L'armée de l'air en a parfaitement conscience et vous avez pu, même en survolant rapidement, constater qu'elle mettait des moyens importants à disposition pour assurer la protection de la France et des Français et préserver nos intérêts. Alors c'est son rôle, allez-vous me dire. Oui, c'est aussi sa fierté, puis c'est celle d'hommes et de femmes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, pour que le ciel reste joli. Ah oui, je l'ai oublié, Tiangong, Empire Céleste 1, vous savez, la station qui est en perdition. C'est dans les semaines qui viennent qu'elle va s'écraser, qu'elle va sortir de son orbite et retomber vers la Terre. On ne sait pas où, on ne sait pas quand. Alors bonne chance. Mais enfin, rassurez-vous, hein, d'après les experts, la station qui n'est pas très très lourde, elle ne fait que 10 tonnes, devrait se consumer en majorité dans l'atmosphère, en rentrant dans l'atmosphère. Et puis les plus gros morceaux susceptibles d'arriver sur Terre ne feront pas plus de 100 kilos. Alors, et puis ne craignez rien, l'armée de l'air veille et elle vous dira si le moment est venu de courir. Voilà, mesdames et messieurs.